Et donc, ce grand entretien avec Jean-Baptiste Léon. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes le directeur des études, non, pardon, le directeur des publications de Contribuables Associés et vous venez de publier un excellent livre, le livre noir de l'argent public. Voilà, je le mets comme ça, mais on va afficher la couverture sur les secrets d'un État en faillite. Je l'ai lu, on est affligé. C'est un livre très didactique et particulièrement désespérant. Voilà, vous prenez l'ensemble des postes de dépenses publiques. Il s'agit des fonctionnaires, de la santé, de n'importe quoi, l'éducation, la décentralisation, et à chaque fois vous dressez l'aimable constat que en fait notre argent est prodigieusement gâché et que nos impôts sont vraiment jetés au panier. Oui, merci de le présenter ainsi, et notamment selon l'aspect didactique des choses. C'était vraiment le but du jeu, c'est de faire un livre vraiment grand public, pas un livre de spécialistes bourré de notules. La volonté qui était dans cet ouvrage, c'était vraiment d'expliquer aux Français où passe leur argent. Tout simplement leur argent, notre argent, ce qu'il en est fait par l'État et l'administration dans la logique des travaux que mènent Contribuables Associés depuis 30 ans. Le but du jeu pour nous, c'est d'expliquer aux Français ce qui est fait de leur argent, comment on peut remédier au matraquage fiscal que l'on subit tous. Alors, le livre noir de l'argent public, c'est chapitre par chapitre, avec à chaque fois une infographie, donc voilà, Oui. qui est sur les chiffres les plus marquants, et un petit encadré à la fin, qui est celui où, par exemple, vous nous dites que le 24 novembre sera le jour de dépassement budgétaire. J'ai trouvé que c'était parfait, c'est-à-dire c'est à partir du 24 novembre, autrement dit demain, que la France va vivre à crédit, c'est-à-dire ne va dépenser beaucoup plus qu'elle n'est capable de dépenser. Voilà, c'est un ratio qui est calculé par rapport aux dépenses publiques, aux recettes et aux dépenses de la sphère publique. Donc c'est l'État, ce sont les collectivités locales et les administrations de sécurité sociale. Et donc on arrivera à crédit, oui, le 24 novembre, alors que dans les années 80, on était fin décembre. Donc on voit c'est ça, on est passé du 28 décembre au 24 novembre, voilà. En 20 ans. Et on voit là, en fait, En 40 ans. en 40 ans, c'est là qu'on voit effectivement l'évolution gigantesque du poids de nos déficits. Pour revenir, par exemple, là on parle beaucoup des questions budgétaires, évidemment, c'est en pleine actualité. Si on veut voir un déficit, un excédent budgétaire en France au niveau de l'État, il faut prendre sa machine à remonter le temps. Je crois que vous appréciez A.G. Wells. Et ben c'est ce qu'il faut faire. Et donc on remonte jusqu'en 1974. Depuis 1974, chaque budget qui a été voté ou pas voté, parce qu'on a eu des budgets non votés ces dernières années, l'était en déficit. Et donc cette accumulation de déficit, d'année en année, au bout de 50 ans, ça creuse une dette considérable, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une dette qui atteint une dette officielle, entre guillemets, qui atteint les 3 400 milliards d'euros. Alors, on est effectivement stupéfait. Il y a des ratages qui sont absolument magnifiques. Vous reparlez évidemment de la décentralisation avec la manière dont on nous a expliqué que la fusion des régions allait permettre d'obtenir 10 milliards d'économies. Et au contraire, là aussi, c'est quelque chose qui m'a absolument fasciné. Non seulement il n'y a pas 10 milliards d'économies, mais c'est pile le contraire. On a augmenté de 50 millions d'euros par an, en fait, les coûts de gestion administrative et avec des gains d'efficacité nuls. Et même, entre 2015 et 2018, les dépenses de fonctionnement des régions fusionnées ont augmenté de près de 2 milliards d'euros, soit une progression 3 fois plus rapide que dans les régions inchangées. Oui, ça s'explique par deux facteurs. Alors déjà, on l'a su longtemps après que cette entre guillemets, fusion des régions qu'on nous avait présentée sous l'aspect d'une réforme lié à un projet d'économie était en fait une vaste manipulation politicienne, entre guillemets, parce qu'il fallait à ce moment-là, pour la majorité au pouvoir, conserver la mainmise sur un certain nombre de régions. Donc la fusion des régions permettait de le faire et de ne pas faire tomber, entre guillemets, telle ou telle région dans les mains de l'opposition. Et donc, pourquoi ces augmentations ? Parce que quand une région... On a le droit de dire que c'était la majorité de gauche ou pas ? Oui, tout à fait. Ouais, c'est passé sous François Hollande et c'est son ancien ministre du budget, Christian Eckert, qui quelques années après a expliqué le truc en disant non, en fait, derrière, il y avait un biais vraiment politicien pour pouvoir gagner les élections. Et donc, les contribuables en pâtissent malheureusement de cette fusion des régions. Alors, il y a quelque chose de bien, je trouve, dans cette fusion. Au moins, la Normandie, maintenant, est unique. Voilà. Et intègre. Avant, il y avait la basse, la haute Normandie. Aujourd'hui, on se retrouve avec une Normandie qui a retrouvé, entre guillemets, ses frontières provinciales historiques. Après, pourquoi ces augmentations ? Parce que, imaginons quand une région avait des agents qui étaient payés 1000 et l'autre région
les agents étaient payés 1200, et ben, au moment de la fusion, on a fait monter les agents à 1000, à 1200. C'est pareil pour les émoluments des élus, ceux qui étaient mieux payés. Et ben, on a aligné l'ensemble des régions au plus haut. Idem, ça a été très compliqué, notamment de mettre beaucoup de monde dans les assemblées, parce que les régions grossissant, les assemblées régionales n'étaient plus assez grandes. Il est arrivé par exemple à Montpellier que la région Occitanie loue le parc des expositions de Montpellier, parce qu'il y avait qui a eu des coûts pendant plusieurs années démentiels je crois, de 300 000 euros par an. Et donc, à la place, on a construit des bâtiments. On a construit aussi, on en a abandonné certains. Certaines régions, c'est un peu comme au niveau de l'Union européenne, où il y a des sessions à Bruxelles et d'autres à Strasbourg. Dans certaines régions, les sessions peuvent avoir lieu dans différentes villes. Oui. Donc, c'est un exemple de gâchis, et surtout de gâchis prévus. C'est-à-dire, là, ce qui était absolument fascinant, c'est on se retrouve avec un État qui prétend faire des économies tout en sachant qu'il va augmenter la dépense et qui, comme d'habitude, ne corrige absolument rien. Là aussi, c'est quelque chose qui nous frappe quand on lit le livre noir de l'argent public, c'est vous donner les trajectoires de déficit, vous expliquer quelles ont été les mauvaises décisions prises, parfois pour très mauvaises raisons, mais surtout ce que vous nous expliquez, c'est qu'il n'y a aucune mesure correctrice. Non, c'est pas dans la mentalité de l'administration ou de la haute administration, entre guillemets. Il n'y a pas ce processus d'évaluation en cours de route. Déjà, on lance un objectif, peut-être qu'on ne réfléchit pas, ou on va aller trop vite, ou du moins on suit le calendrier politicien. Il y a ça aussi. On est victime, je pense, en France, d'un calendrier politicien réduit aujourd'hui à 5 années dans le temps. Une bonne réforme, je pense qu'il faut l'envisager dans le temps long. On le voit aujourd'hui avec la réforme des retraites ou la non-réforme des retraites, où il faut penser le système des retraites non pas pour l'année prochaine, non pas pour dans 2 ans, non pas pendant 5 ans, mais dans 30, 40, 50 ans. Et on a tendance à faire les choses à la va-vite, parfois effectivement encore sous la pression une pression politicienne ou une pression idéologique aussi. Et après, donc on lance des projets, on les évalue pas en cours de route, et en général, il n'y a pas sanction quand des erreurs ont été commises. Et effectivement, c'est bien malheureux, mais ce changement de mentalité arrivera peut-être, parce que certes, je dépeins des choses assez terrifiantes ou noires, d'où le nom de ce livre qui est un livre noir et non pas un livre blanc, mais je suis heureux aussi de mettre en avant certaines propositions de réforme et de voir que les choses peuvent changer, et notamment dans l'administration elle-même, parce qu'il y a beaucoup d'agents publics sont eux-mêmes moteurs ou volontaires et prêts à des réformes, notamment dans toutes ces logiques d'évaluation, la reconnaissance du mérite. On voit qu'il y a des remontées intéressantes, parce que souvent les contribuables pâtissent de cette situation, mais les agents publics aussi. L'administration elle-même parfois est victime de sa propre bureaucratie. Alors, un exemple où l'administration effectivement pâtit de sa bureaucratie. On peut revenir là-dessus, sur le fameux millefeuille territorial qu'un essayiste, Emmanuel Constantin, a qualifié de plat de spaghetti. Et je trouve que l'expression est très bonne, parce que non seulement il y a des strates, mais il y en a des tuyaux dans tous les sens. Donc c'est vrai qu'on est plus dans le plat de spaghetti, je pense, en France aujourd'hui. C'est vrai que quand on a vu pendant le Covid le schéma d'organisation des administrations de santé, avec le ministère, les ARS, etc., on avait une espèce de galaxie compliquée, et avec des flèches rouges, des flèches jaunes, des flèches en pointillés, des flèches vertes. Les uns rendaient compte, les autres informaient, les troisièmes prenaient des décisions, mais qui étaient soumises à vote. Et on a vu pratiquement que c'était, dans la pratique du quotidien, on a vu que c'était un beau bazar. Les ARS donc les agences régionales de santé, ont été complètement délégitimées au moment du Covid, par des élus de droite comme de gauche, des maires. Je le cite à un moment, il y a François Baroin, le maire de Troyes, qui était outré de ce qu'il a pu voir dans sa propre commune. Les préfets ont été plus efficaces en termes de santé publique face au Covid que n'ont été les ARS, qui est une espèce de monstre bureaucratique. Et donc, les agents en pâtissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a tout ce millefeuille, ou tout ce plat de spaghetti. Tout cela, c'est extrêmement normé. Tout ça, c'est en fait... un des grands problèmes dans l'administration, je pense, c'est que l'État... où l'administration est très, on va dire, jacobine, très bureaucratique, tout est très vertical. Et les agents qui font pour beaucoup du bon boulot, après c'est une autre question de parler des effectifs, où effectivement on est face à un État obèse, une administration obèse, mais les agents demandent plus d'autonomie et de responsabilité, ce qui est rarement le cas, pas toujours le cas, et on voit notamment, vous parliez tout à l'heure avec une agricultrice, le cas des normes. Les agents eux-mêmes subissent cette paperassie. Ils aimeraient aller de l'avant, respirer, être libérés un petit peu de tout cela. Et cette ambiance-là, donc ce millefeuille territorial, il y a eu un super rapport qui a été commis en 2024 par l'actuel maire de
Charleville-Mézières dans les Ardennes, il s'appelle Boris Ravignon, et qui a chiffré, alors c'est une estimation à minima, le coût du millefeuille territorial en France à 7,5 milliards d'euros par an. C'est gigantesque, hein, c'est quasiment le budget de la justice. Et pourquoi ? Parce que justement, tout le monde se marche sur les pieds, vous le disiez très bien. Il y a ces strates, donc il y a, on va dire, tout en haut, il y a l'Union européenne, après il va y avoir l'État français, ensuite on va avoir les régions, les départements, les intercommunalités, les communes, après il y a les agences spécialisées, les services déconcentrés de l'État, et tout le monde se marche sur les pieds. C'est très bien résumé en général quand on voit dans une ville un panneau qui vous explique par qui a été financé ce projet, il y en a dans tous les sens. Et donc, cette simple interconnexion, en fait, quand un projet est lancé, un projet urbanistique, par exemple, fait qu'il y a une déperdition totale, il y a une dilution des responsabilités, on ne sait plus retrouver ses petits, on ne sait plus qui fait quoi. Et Boris Ravignon a chiffré ces interactions à 6 milliards d'euros de surbureaucratie par an. Alors, il ferait ça. À un moment donné aussi, vous nous parlez des 1800 CERFA, autrement dit, ces documents administratifs par exemple, obligés de remplir. Oui, tout à fait, par exemple, et on a diminué, il y a une centaine qui ont sauté début d'année. C'était le grand projet de Bruno Le Maire. Oui, et puis il y a quelqu'un qui fait un bon boulot là-dessus, c'est Véronique Louwagie, qui a été ministre pendant quelques mois du commerce et de l'artisanat, et qui est une spécialiste en fait de cette question normative. Et je la cite pourquoi ? Parce qu'elle avait travaillé en tant que députée, elle avait commis un rapport sur cette question des normes, et elle explique que par exemple, quand vous organisez une course cycliste ou une course pédestre, vous pouvez remplir jusqu'à 4 CERFA, selon les circonstances précises. Un CERFA, c'est pas 3 lignes, c'est généralement c'est 7 à 10 pages. Ouais. Quoi. Et là, ça peut être 4 CERFA différents selon que la course est chronométrée ou pas chronométrée. c'est superbe. Et oui, il y a des CERFA comme celui, par exemple, du RSA, où vous êtes, je donne le chiffre... dans le livre, il y a 7 pages et 138 cas. Voilà, c'est ça. Et je les ai comptés au moment de la rédaction. Et oui, et tout est à l'avenant. À tel point que certains parlent aujourd'hui d'un burn-out, ou pardon, on est sur Radio Courtoisie, d'une dépression administrative chez les Français, tellement il y a eu des sondages, il y a eu des analyses là-dessus. Beaucoup de personnes, en fait, sont victimes de phobies administratives, pour reprendre un terme qui a eu son succès il y a quelques années, parce que ils en ont marre. Tout le monde est noyé sous la paperasse, et on empathie. Et les entrepreneurs aussi. Ça coûte très très cher aux entreprises françaises. Ouais. Oui, c'est horrible. Et puis surtout, il y a cette culture de l'administration de ne pas vous dire, tiens, vous avez oublié de remplir la case 12, mais de vous répondre 8 mois plus tard que votre demande est rejetée parce que vous n'avez pas rempli la case 12. C'est plus simple on pourrait nous dire, tiens, vous avez oublié de cocher un truc, cochez-le et tout va bien. Non, pas du tout. Enfin, il y a peut-être des solutions, vous en parlez à la fin de votre livre, mais par pur plaisir masochiste, on va quand même reparler pendant le temps de cet entretien de ce qui ne va pas. Donc, je le redis, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés, pour son remarquable livre, Le Livre Noir de l'argent public. Alexis Poulain, dans une dizaine de minutes, nous rejoindra et nous pourra ensuite continuer cette conversation avec Jean-Baptiste Léon. Vous parliez des émoluments des élus régionaux, mais il y a d'autres émoluments qui m'ont évidemment énervé. C'est un peu poujadiste de ma part, mais je l'assume très tranquillement. C'est la manière dont, par exemple, le personnel de l'Assemblée nationale, d'une part, est payé des sommes inconséquentes avec des avantages ahurissants. Voilà. Donc, par exemple, celui qui dirige l'Assemblée nationale, mais non pas le président de l'Assemblée nationale, mais celui qui dirige en fait toute cette administration, a un salaire de 18 000 euros, je crois, un appartement de fonction de 180 mètres carrés, avec un majordome qui lui-même a un appartement de fonction de 49 mètres carrés, et personne ne paye de loyer. C'était une révélation, effectivement, il y a quelques années de France Inter qui a vu accès à certaines données de l'Assemblée nationale et qui avait sorti ce dossier. Oui, c'est quelque chose qui est assez méconnu, en fait. On parle beaucoup, à juste raison, des députés, des sénateurs, de leur métier, de leur rétribution. Mais il y a beaucoup de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires à l'Assemblée ou au Sénat ou ailleurs qui sont mieux rémunérés que les élus. C'est le cas aussi dans la haute fonction publique, où beaucoup
un certain nombre de hauts fonctionnaires ou très hauts fonctionnaires sont mieux rémunérés que le chef de l'État. Eh ben, on va le balancer, hein, parce qu'il y en a un qui passe sa vie à nous donner des leçons de bon sens budgétaire, de frugalité, d'économie, de sobriété. C'est Villeroy de Galhau. Il est payé 25 890 € de salaire brut mensuel. Mhm. Et comme il n'aime pas son appartement de fonction, on lui verse 6 400 € d'indemnité pour se loger. Voilà, c'est quand même Ouais, c'est juste. C'est juste. Ce sont les chiffres de la Banque de France elle-même qui précisent, et d'ailleurs je le mets dans le livre, sa rémunération brute est très inférieure à ses collègues européens. Oui, bah, c'est bien normal. Il est payé que 26 000 €, donc c'est bien normal qu'on lui verse 6 400 de plus pour qu'il puisse se loger, le pauvre monsieur. Villeroy, si tu nous écoutes, viens, on te filera tout ce qu'il y a dans le cochon. Voilà, ça te permettra d'arrondir tes fins de mois. Et bon, là, c'est pour rire, mais évidemment, on est en rage. D'autant que dans ce livre noir de l'argent public, vous nous dites qu'il y a les choses qui fonctionnent ou qui pourraient fonctionner, et il y a les choses qui ne fonctionnent pas du tout. Et là, quand bien même les rapports sortent, quand bien même les alertes sont données, par exemple, les aides sociales, elles ne sont jamais redimensionnées. Et alors, le système est en faillite, mais il est hors de question qu'on fasse en sorte de les adapter, alors que vous donnez des exemples de pays européens où, quand il n'y a plus d'argent, on ferme le robinet, ou à défaut de le fermer brusquement, le filet coule moins généreusement. Oui, il est juste. Par rapport à la sphère sociale en soi, plus de la moitié des dépenses publiques en France sont des dépenses sociales. Il est certain que l'État-providence, dont on bénéficie tous, hein, par ailleurs, a vraiment, on parlait d'État obèse tout à l'heure, et une grande partie effectivement de cette obésité de l'État est dans cette sphère sociale, et qui va encore une fois avec une bureaucratie, parce que tout ça c'est beaucoup de papier, c'est beaucoup de choses à gérer, et le cochon, on parlait de cochon tout à l'heure, grossit. J'aime beaucoup cette expression de Xavier Fontanet, qui est un grand entrepreneur français, qui était à la tête du groupe Essilor, qui dit que la France est un pur sang, mais qu'elle a sur le dos un jockey obèse. Et je trouve que ça explique assez où on en est, et à quel point il peut être difficile pour la France de s'en tirer, parce que c'est malheureusement une loi économique. Plus la sphère étatique et bureaucratique grossit, plus l'économie, le PIB marchand, entre guillemets, s'effondre. Il y a encore 50 ans, on va dire au milieu des années 70, un Français et un Suisse avaient quasiment le même pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on est très 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 loin. Si vous regardez tous les classements internationaux, on voit qu'en termes de PIB, de création de richesse, la France est en train de descendre dans le fond du classement. Et pareil, il y a eu un palmarès très intéressant qui a été sorti par une fondation américaine qui concerne la pression fiscale dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et cette année, sur 38 pays, on est 38e. Cet État obèse, cet État spoliateur, cet État en faillite, en plus ne rend pas de service. On pourrait à la rigueur se dire, très bien, nous vivons au-dessus de nos moyens, mais nous vivons admirablement bien, mais même pas. Même pas. Vivons admirablement au-dessus de nos moyens, c'est une phrase qui a été prononcée il y a quasiment 50 ans. C'est Raymond Barre, à l'époque, qui était Premier ministre, qui avait plutôt bien géré. À l'époque, la dette était entre 15 et 20% du PIB, hein, sous Raymond Barre aujourd'hui, donc on en est à 115. Oui, on vit au-dessus de nos moyens. Pardon, j'ai perdu le fil du début de votre... On vit au-dessus de nos moyens, mais en fait, on vit mal. C'est ça qui est terrible. Oui, on vit mal. Si quelqu'un qui dépense à tort et à travers, mais pour avoir une demeure luxueuse, les nourritures les plus fines, les services de santé les plus admirables, très bien, c'est un choix idiot, mais au moins il vit bien. Nous vivons largement au-dessus de nos moyens, mais en plus avec un système de santé dégradé, des services sociaux qui ne fonctionnent pas. C'est pour ça que quelque part, les choses sont en train de bouger on le voit un petit peu, on a un thermomètre à contribuables associés, parce qu'on est sur ces sujets depuis quelques années. On a beaucoup de remontées de nos membres de toute la France qui nous en parlent. Mais, beaucoup de Français seraient prêts à payer effectivement des impôts conséquents, qu'ils le sont déjà, si les services publics ne partaient pas à volo. Nous avons effectué un sondage il y a quelques mois avec l'IFOP, qui est très clair là-dessus. Plus de la moitié des Français estiment qu'ils payent trop d'impôts. On leur a demandé aussi, est-ce que, selon vous, ces impôts sont bien utilisés? Ils nous ont dit non, dans ce sondage IFOP, et où, selon eux, ça dysfonctionne le plus, et c'est ce qu'on sait tous, quoi. Pour les Français, où ça dysfonctionne le plus, où leur argent est mal utilisé, c'est à l'hôpital, c'est dans l'éducation nationale, c'est dans les transports. Et donc, effectivement, on est face à une pression, à une opinion publique qui
qui arrive à saturation de ce matraquage fiscal, parce que fut un temps, on avait un très bon système de santé, fut un temps, on avait une très bonne éducation nationale, et tout est en train de se déglinguer, et on voit effectivement le consentement à l'impôt est de plus en plus problématique. Les Français ont de plus en plus de mal à être matraqués fiscalement pour des résultats pitoyables. Oui. Dans ce livre noir de l'argent public, vous parlez d'une des choses, là aussi, qui est la plus énervante, c'est que en même temps qu'on nous explique qu'il faut faire des économies, baisser le chauffage et faire en sorte de faire mourir bon papa et bonne maman quand ils deviennent trop vieux pour être utiles, à côté de ça, les aides publiques aux associations sont une gabegie insensée avec des sommes. L'Association internationale de développement, filiale de la Banque mondiale, on lui verse 1 milliard d'euros en 2022. SOS Méditerranée aussi est subventionné à mort. La CARPA, rétribution des avocats intervenant dans le cadre de la loi sur l'aide juridique, autrement dit tous ceux qui vont aider les immigrés illégaux à rester en France, c'est 600 millions d'euros par an. Ce sont des statistiques de l'État, en fait. Chaque année, il y a des annexes au budget, ce qu'on appelle techniquement les jaunes budgétaires. Et donc, chaque année, on a... avant, tout était sur papier, maintenant, c'est des tableurs Excel. Vous avez exactement les sommes précises que verse l'État, c'est-à-dire les ministères, aux associations. Donc, on a un listing. Donc, ces chiffres sont tout ce qu'il y a de plus sourcé et véridique. Et en gros, l'État, les ministères ont versé ces dernières années entre 10 et presque 15 milliards d'euros par an aux associations. Et ce que je trouve très intéressant dans ce sujet, au-delà même de l'argent qui est versé, par exemple, ce jaune budgétaire, ce livre ce document qui récapitule les subventions aux associations, en règle générale, les chiffres qu'on a, par exemple, pour 2025, ou pour 2024, parce que là, je parle de 2024, sont des données qui remontent à 2022. C'est-à-dire que c'est un ex budgétaire. Le Parlement, les députés sont là, les sénateurs sont là pour examiner les dépenses de l'État. On va leur demander de travailler sur des subventions qui ont été versées qui remontent à 2 ans et qui ont déjà été versées. Voilà. Donc, il y a une analyse rétrospective que je trouve assez hallucinante. C'est-à-dire que l'État n'est pas capable de donner en temps et en heure ce qu'il verse. Nous, on paye aujourd'hui... il y a eu la fameuse réforme du prélèvement à la source. Le but du budget, c'était de coller au plus près de la réalité fiscale, entre guillemets, mais en termes de réalité de la dépense, souvent l'État met en avant des documents qui, encore une fois, sont censés être évalués par les parlementaires 1 an, 2 ans, 3 ans après. Donc c'est très difficile, par ce biais-là, de corriger les dépenses. Oui, voilà, on fait évidemment, parce que pendant le temps que l'État mette, c'est-à-dire 2 ans à produire une statistique fiable, les dépenses, elles, ont continué. Elles continuent. Et les engagements ont continué. Tout à fait. Et un des chiffres que je trouve le plus intéressant par rapport aux subventions, j'en fais un petit encadré. Malheureusement, on n'a pas les chiffres les plus récents, mais il y a déjà près de 15 ans, un député avait, dans une commission d'enquête, dans un rapport, avait demandé au service de l'État combien coûtait le coût administratif d'une subvention. Il avait obtenu le chiffre de 450 €. Et quelques années plus tard, Bertrand Delanoë, à l'époque maire de Paris, avait demandé à ses services combien coûte le traitement à la ville de Paris d'une subvention. Il avait obtenu le chiffre de 1 200 €. Donc on peut considérer, par exemple, il y en a beaucoup, de subventions versées par l'État qui sont à 100, 200, 50, ou par une mairie qui sont ou une ville à 200, 300, 400 €. Eu égard au coût administratif, en fait, le traitement administratif va coûter plus cher que la subvention. Et tout ça, c'est toute cette... mais c'est ces choses qu'on ne voit pas et qui ont un coût induit sur les dépenses publiques qui est absolument considérable. Ce coût induit, c'est quand même, vous l'avez souligné, beaucoup de fonctionnaires travaillent bien, mais c'est quand même une administration obèse. Oui, tout à fait. On a trop de fonctionnaires en France. Oui, trop... c'est même dit par la Cour des comptes. La Cour des comptes estime qu'il faudrait sabrer les effectifs des collectivités locales de 100 000, comme ça. Alors pas pas en année, mais en 4-5 ans. Oui, parce qu'on a vu, il y a des chiffres qui sont notre très bon spécialiste des finances publiques qui s'appelle François Ecal. Il a regardé en fait sur 25 ans quelle en a été l'augmentation des effectifs de la fonction publique en France. Alors il se trouve que le nombre de fonctionnaires a cru plus vite que n'a cru les effectifs du secteur privé, et a cru plus vite que n'a cru la population française. C'est-à-dire que démographiquement, on a des soucis en France, mais pas d'un point de vue de la fonctionnalisation du pays. Depuis les lois de décentralisation, depuis les années 80, avec les lois de Defferre 81, 82,
800 000 postes de fonctionnaires ont été créés, d'agents publics ont été créés dans les collectivités locales. 800 000. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et une fois de plus, pour un service rendu... Voilà, on n'a pas l'impression, depuis ces lois de décentralisation, si on demande aux plus âgés d'entre nous, qu'il y a une meilleure gestion des communes, des départements ou des régions. Pourquoi ? Parce que, notamment, énormément d'argent est gaspillé dans les fameux tuyaux dont je vous parlais tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Baptiste Léon. Restez avec nous. Dans 10 minutes, nous reprenons cette conversation avec Alexis Poulain, que j'ai le plaisir d'accueillir tout de suite. Ligne droite. Nous avons de la visite. Le face-à-face. Et donc, pour ce face-à-face, j'ai à ma droite Jean-Baptiste Léon, directeur des publications de Contribuables Associés, et à ma gauche Alexis Poulain, cofondateur du site Le Monde Moderne. Vous avez tous les deux un intérêt particulier pour l'Europe. Alexis, parce que, évidemment, vous n'aimez pas Ursula et ses basses œuvres, et vous, Jean-Baptiste Léon, parce que vous avez consacré dans votre livre sur la dépense publique un 12e chapitre, Le banquet des eurocrates, où vous nous expliquer tout ce qui ne va pas. Là aussi, on va commencer par les petites anecdotes minables sur, par exemple, l'utilisation des jets privés par Ursula von der Leyen, qui est capable de prendre un avion pour 19 minutes en expliquant que son agenda ne lui permet pas de prendre la voiture, ou surtout, là, c'est la chose qui m'a le plus plu, le cabinet de la présidente a budgété 149 000 € pour rémunérer pendant 6 mois un professeur d'histoire médiévale, le dénommé Peter Strohschneider, en tant que conseiller spécial à l'avenir de l'agriculture. Voilà. Cette rémunération, 64% plus élevée que le tarif maximal prévu pour les conseillers spéciaux, a évidemment déclenché un peu d'indignation dans les bancs du Parlement européen. Oui, c'est tout à fait juste. C'est normal, je l'ai tiré dans un excellent bouquin. Oui, en fait, dans ce chapitre qui est le 12e, j'ai voulu expliquer un petit peu ce qui était fait de l'argent des Français à l'Union européenne, et notamment des hauts fonctionnaires ou des élus européens, parce qu'on c'est vrai qu'on n'a pas tellement de visibilité là-dessus. Donc il m'a paru intéressant d'en parler un petit peu. Il faut savoir que les émoluments sont assez conséquents, notamment par exemple pour la présidente de la Commission européenne. Elle est en gros payée quasi le double de ce qui est le président de la République ou un Premier ministre en France. Voilà. Et une fois de plus, il ne paye pas d'impôts. Si, en fait, il paye des impôts. Ça, c'est ce que je dis dans le livre aussi, à rebours de ce qu'on croit. Il y a des impôts à la source qui peuvent même être assez conséquents. Bon, tant pis. Voilà, ma petite fausse nouvelle, ma petite infox populiste ne marche pas. Alexis Poulain, quelle question aimeriez-vous poser à Jean-Baptiste Léon sur le fonctionnement de l'Europe ou d'une manière générale, le fonctionnement de l'État français et cette dépense publique qui paraît disproportionnée ? Le problème de fond, et depuis le début, c'est celui de l'audit, en fait, de savoir où va l'argent des Français, puisqu'on voit bien qu'on est de plus en plus taxé depuis les années 80, et que malheureusement, les services publics sont de moins bonne qualité, qu'il faut toujours payer plus pour ce qui autrefois était de l'ordre du service public et qui est passé dans des gestions de partenariats public-privé, etc. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir un candidat pour 2027 qui dirait, écoutez, je promets dans mon programme un audit indépendant de la dépense publique. Enfin, nous saurons où va l'argent. On avait déjà un peu levé le voile sur l'AFD, par exemple, l'Agence française de développement, mais aussi beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'un jour, ce sera possible de savoir où va notre argent ? Je crois que ce type de proposition a déjà pu être faite par certains candidats à la candidature, entre guillemets, et ça serait une bonne chose, effectivement, de savoir où passe l'argent. Mais je crois que même que l'ancien Premier ministre François Bayrou ou l'actuel ont lancé quelques missions d'audit fort nécessaires. Je pense qu'on peut y parvenir. Il va falloir aller dans les arcanes profondes de l'État. C'est une anecdote qui remonte à quelques années, mais que je trouvais intéressante de citer. Là, pareil, il faut remonter dans le temps, 30 ans en arrière. C'est à l'époque où Francis Maire, Jean Arthuis, qui était ministre des Finances à Bercy, a voulu obtenir les données salariales de ses plus hauts fonctionnaires. Et il a eu un mal fou. Il les a obtenus au bout de 6 mois. Et voilà. À l'époque, on n'était pas à l'époque du numérique, mais il les a obtenus sur une photocopie, d'un papier photocopiable, infalsifiable et non copiable, et quasiment de façon mission impossible, qui allait s'autodétruire. Donc c'est dire que même pour des élus, il est extrêmement difficile parfois de maîtriser tous les arcanes de l'administration, et qu'effectivement, il y a un bon audit à faire en la matière.
Alors, Est-ce qu'il est possible cet audit? Parce que d'un côté, on pousse les citoyens maintenant à la transparence salariale dans les entreprises, hein, Mmh. via encore une Mmh. directive européenne. Et de l'autre côté, on voit que l'opacité dans les comptes de la nation est au plus haut. Enfin, la lettre de Bruno Le Maire, hein, qui a été révélée cette semaine, où il essaye de se dédouaner en disant qu'il avait prévenu et que ça allait très mal et que ça dérapait, mais qu'Emmanuel Macron lui a dit de cacher les choses. Ensuite, on a vu il a bien caché les choses quand il prenait la parole dans les médias. Donc, ces gens-là ont une culture du secret terrible pour cacher à la fois leur incompétence. Et donc, comment faire confiance? Enfin, à quel moment on peut mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire, bon, ça suffit, Bah, les citoyens doivent ouais, savoir où va leur argent. il faut le vouloir déjà. Je crois que dans l'histoire Hmm. de France, il y a un certain nombre de ministres ou de présidents qui ont su s'imposer face à l'administration. C'est pas toujours C'est su, ça. mais et donc il faut taper du pied sur la table ou pardon, un coup de, un coup de pavé dans la un mare. coup, voilà, mettre Voilà, ce genre de choses. lancer un pavé dans la mare. Merci. C'est une des choses que j'évoque un petit peu dans le livre parmi des projets ou des propositions de réforme, c'est que on peut aussi sanctionner. Euh, Par exemple, je sais que dans une haute strate, il arrivait parfois à des gens euh, comme Alain Juppé, par exemple, de savoir s'imposer face à l'administration et les menacer de sanctions, à savoir d'être renommé, d'être viré de son Mm. poste, etc. Et sur certains dossiers très précis, ça a très très bien fonctionné. Donc, C'est quand même un drame de se dire qu'Alain Juppé, repris de justice, est censé être un modèle de vertu en matière de contrôle de l'État, quoi, quand même. ce n'est pas ce que je dis, mais je dis que voilà, quand un élu veut, il peut aussi, il peut s'imposer face à Ouais. une haute administration. C'est un petit peu le mal français en fait, hein. Le ministre passe, mais la haute administration reste. Donc il faut les avoir parfois un peu chevillés au corps pour faire bouger les choses. Ouais. Oui, il y a un côté état profond. Dans votre livre, vous mettez en regard deux chiffres. Il y a 330 000 salariés du privé qui sont virés pour faute chaque année, en gros. Et Même plus que ça encore. alors, Ouais, ouais. alors, j'avais retenu 330 000, Ouais. mais voilà. Ah pardon, oui, j'avais compris 30 000. Oui, Ah c'est non, plutôt non, 330 330, 000. Oui, ouais, oui. Et en revanche, il y a quoi 222 fonctionnaires Pour la fonction publique qui d'État. sont renvoyés chaque Ouais. année. C'est-à-dire, avec une fonction publique qui emploie des millions de fonctionnaires, si on additionne la fonction publique nationale, la territoriale, la fonction publique sanitaire, etc., donc vraiment, on a des 6, 7, 8 millions de personnes. Officiellement, on a 5,8 millions d'agents publics parce que tous ne sont pas fonctionnaires. Il y a des Mais des contractuels, etc. on se retrouve avec 222 fonctionnaires qui sont les seuls à avoir commis une faute Pour la vraiment fonction passible publique d'État. de se faire licencier. Ouais, C'est absolument Et stupéfiant. la fonction publique d'État, c'est 2,6 millions. Et effectivement, les sanctions, où c'est des gens qui ont été mis dehors pour des fautes vraiment extrêmement graves. C'est dire, on en parlait un petit peu tout à l'heure, qu'il n'y a pas cette logique d'évaluation et de sanction. Et cette logique d'évaluation va aussi avec le mérite. Il faut récompenser les bons agents publics. Et encore une fois, il y en a beaucoup qui font très très bien leur boulot. À la fin de votre dernier chapitre est un chapitre de bonnes nouvelles. C'est le 13e chapitre. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur des chiffres pour les bonnes nouvelles, mais vous nous dites qu'il y a en fait une meilleure manière de gérer l'argent public. Oui, c'est encore une forme d'état d'esprit. Il faut se libérer de ce carcan administratif, bureaucratique, libérer les énergies. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui a quand même très très bien fonctionné en France. C'est juste un exemple assez concret, c'est la restauration de Notre-Dame. Je crois, il faut comme l'avouer, au moment de l'incendie, personne n'a cru, si ce n'est une personne, celle qui a prononcé ces mots, que Notre-Dame serait relevée en moins de 5 ans et à l'orée des Jeux Olympiques. Pourquoi ça a fonctionné? Parce que là, justement, l'État, il a fait tout le contraire de ce qu'il fait habituellement. Il s'est libéré des carcans administratifs, des carcans bureaucratiques. On a créé une loi spéciale avec une gouvernance unique. La gouvernance unique, c'est toujours très important. Il se trouve que, en termes de gouvernance unique, sur ce coup-là, peut-être qu'on a eu de la chance parce qu'on avait un homme à poigne, un général, qui était lui-même épaulé par un ancien ingénieur de l'armement. Et on a eu aussi un architecte qui était un fou amoureux depuis son enfance de Notre-Dame et un panel d'artisans qui ont fait un boulot fantastique, alors que tout ça s'est passé en plein Covid. Et on a su, en se libérant de tout ce du boulet au pied normatif, on a su faire quelque chose de quand même assez extraordinaire en France. Et j'aurais tendance à penser qu'il faudrait un plan Notre-Dame pour l'ensemble des grands projets français. Ça irait beaucoup mieux pour nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette solution, Alexis Poulain? Bah oui, je pense qu'il faut sortir des carcans administratifs, on le voit bien. Enfin, il y a deux problèmes. Un, déjà la taxe, le coût du travail en France, qui est un vrai problème. Et puis deux,
ce millefeuille administratif qui fait que chaque initiative est un combat, en fait, contre l'ordre des chevaliers de l'impossible, hein, qui sont là pour vous dire que vous n'avez pas le droit, quel que soit votre projet. Tout va être empêché. Et ça, il faut vraiment arrêter, parce que derrière, on voit les folies qui se sont imposées. Alors, il y a les ZFE, les zones à faible émission, mais il y a eu ce DPE sur les logements, hein, qui avait sorti comme ça du marché plus de 400 000 logements. Alors, il a fallu revenir sur les règles parce que c'était tellement fou qu'il a fallu limiter la folie de ces technocrates. Donc, à un moment, je pense qu'il faut vraiment faire une sorte au-delà de l'audit, une tabula rasa en disant on peut à un moment arrêter, je pense, d'empêcher les Français d'avoir des initiatives. On n'a pas à réglementer tout, de la taille du poulailler à la taille de la cabane de jardin, à la taille de la piscine. Enfin voilà, c'est fou en fait. Quand on regarde, et encore les débats à l'Assemblée nationale, de quoi il est question? De nouvelles taxes, de nouvelles régulations. Stop, quoi. J'ai l'impression que ce système s'auto-entretient et que personne, ou alors les gens sensés, ne sont pas majoritaires au sein de ce système. Et donc, il y a un peu une sorte de roue libre qui fait qu'on arrive à des extrêmes absolument invivables. En rédigeant ce livre de la dépense publique, ce livre noir de l'argent public, quelle est la chose qui vous a le plus choqué, sachant qu'évidemment, à contribuable associé, vous êtes en théorie mitridatisé. C'est exactement le terme que j'allais employer. Encore une fois, ce qui m'a le plus surpris, Alexis Poulain le disait, c'est la complexité du système. En rentrant dans certaines arcanes, je n'explique pas tout parce que c'est vraiment abyssal. Vous en parliez un petit peu tout à l'heure avec l'organisation sanitaire en France, le fameux schéma qui était sorti pendant la crise Covid, de qui fait quoi et comment, et c'est quand qu'on va où, comme disait Renaud. C'est ça, c'est vraiment... et on se rend compte que malheureusement en France, simplifier, c'est compliqué. Parce qu'il y en a tellement dans tous les sens. Et donc effectivement, il va falloir mettre un sacré coup de collier pour nettoyer tout ça. Ouais. Toutes ces missions simplificatrices de l'État, Thierry Mandon en parlait déjà sous François Hollande, donc là aussi, on a de même, Magda Hautefeuille le disait tout à l'heure, on déclare la guerre à la drogue tous les 5 ans et donc la drogue continue à exploser en France. Là, régulièrement, on nous explique, ça y est, on a bien compris, on va simplifier la vie. Et est-ce qu'à un seul moment, ça a réussi à produire quelque chose? Vous nous avez expliqué que une ministre, qui a été d'ailleurs éphémère, elle était efficace, donc elle n'a pas duré longtemps, avait réussi à supprimer 100 exemplaires CERFA en quelques mois d'existence sur les 1800 qui existaient. Est-ce qu'il y a une chance qu'à un moment donné, ça se calme? Je pense, on n'est plus très loin de l'iceberg budgétaire, j'espère qu'on va l'éviter, mais... comme vous le disiez tout à l'heure dans le dernier chapitre, j'évoque un certain nombre de réformes qui ont été de bons exemples à l'étranger. Il faut savoir que ces pays-là, pour la plupart, ont dû faire et procéder à des réformes drastiques dans l'organisation de l'État quand elles étaient dos au mur. C'est le cas de l'Italie qui a déjà commencé à se réformer il y a 30 ans. C'est le cas de la Nouvelle-Zélande dans les années 80, du Canada, qui n'est pas non plus un pays en voie de développement dans les années 90. Tous ces pays ont su manœuvrer et agir dans le bon sens, entre guillemets, pour leurs contribuables, mais parce que ça ne se passait pas très bien pour eux. Donc ils ont dû secouer les puces. Moi, j'espère qu'on pourra arriver à le faire en France avant qu'on soit cornaqué, dirigé, piloté par la fameuse Troïka qu'on connaît tous. Alexis Poulain, voilà, dans la minute qui nous reste, votre vœu, la première mesure que si vous étiez Premier ministre, que vous prendriez en matière de dépenses publiques? Déjà, ce serait de pas augmenter la contribution française au budget de l'Union européenne, hein, voire de le diminuer, déjà, première chose. Et puis ensuite, cet audit citoyen, de savoir où va l'argent, parce que je pense qu'il est essentiel. Et pour ça, il faut, au-delà de ministre, il faut un élan, je pense, populaire pour dire on doit lutter contre notre administration. C'est quand même terrible, mais on en est là. Et arriver à imposer cette transparence qui est vraiment craint comme la lumière par les vampires de la part de l'administration française. Voilà, effectivement, l'administration et les politiques ont l'air de considérer que la transparence, c'est du complotisme. Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste Léon, nous avoir, avec le livre noir de l'argent public, permis, au contraire, de faire en sorte de mieux comprendre comment fonctionne l'État, de mieux comprendre surtout comment il dépense inconsidérément. Et j'espère à bientôt avec de bonnes nouvelles ou au contraire des anecdotes navrantes sur Radio Courtoisie. Merci.